Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, Jean-Yves Le Drian est en Inde et monsieur le sénateur, je voulais vous dire qu'en tant que ministre du Commerce extérieur, il me paraît assez indiqué pour représenter le gouvernement, pour parler ici de cette question qui est une question commerciale importante, comme vous l'avez rappelé. Alors, je viens d'écouter avec attention chacune de vos interventions. Elles soulèvent des questions importantes sur le CETA et je vous remercie de me donner de l'opportunité d'y répondre. Et je voudrais dire que pour certains et certaines d'entre vous, les différentes positions que vous avez prises méritent des réponses que je vais essayer de vous apporter dans les minutes qui viennent. Et bien évidemment, comme je le suis en permanence, je suis à la disposition du Sénat pour, dans le cadre d'auditions, dans le cadre de réunions ad hoc, échanger, discuter, partager les informations du gouvernement, donner notre regard sur ce qu'est cet accord. Je le fais dans le cadre du comité de suivi des politiques commerciales. Les sénateurs Young, Marie et Cadic le savent très bien, ils en font partie et je suis toujours évidemment à l'écoute du Parlement en général et du Sénat en particulier. Je veux dire que j'ai été un peu étonné par les prises de position de certains sénateurs socialistes quand on sait que l'accord a été signé en octobre 2016 sous le quinquennat de François Hollande et que certains sénateurs LR s'opposent sur le fond à cet accord, alors même que c'est en contradiction avec l'ADN même économique de cette grande famille politique qui est la famille politique de la droite républicaine. Pour autant, croyez-moi que je souhaite absolument prendre le temps qu'il faut pour vous convaincre de la procédure que suit le gouvernement et de l'importance que revêtent les accords commerciaux pour l'économie de notre pays. Je note que nous avons obtenu, il y a quelques années, 3 ans maintenant, une renégociation extrêmement significative avant d'y apposer notre signature sous la précédente mandature. Et nous avons à présent perfectionné cet accord sous la présidence d'Emmanuel Macron dès les premiers jours du quinquennat en lançant le processus qui a abouti, certains d'entre vous l'ont rappelé, au plan d'action CETA. Mais je voudrais tout d'abord revenir sur ce processus de ratification, justement. Comme vous l'avez indiqué, le CETA est un accord mixte. Il comporte une majorité de dispositions qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union. Il en comprend d'autres qui relèvent d'une compétence européenne, mais exercée de manière partagée entre l'Union européenne et ses États membres. En l'occurrence, certaines dispositions consacrées à la protection des investissements relèvent de cette compétence dite mixte. C'est donc ce premier volet qui justifie la ratification par les parlements des 27 États membres, dont la France, conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution. Comme vous le savez, le projet de loi autorisant le gouvernement à ratifier l'accord a été approuvé par l'Assemblée nationale le 23 juillet 2019, vous l'avez rappelé, et le Sénat, bien évidemment, sera naturellement amené à se prononcer sur ce projet de loi. Concernant l'état d'avancement du processus de ratification dans les États membres, quand même, regardons où en sont nos partenaires. À l'heure actuelle, 15 États membres ont ratifié le CETA, certains d'entre vous l'ont rappelé, et 12 États membres ne l'ont pas encore ratifié, dont la France, puisque le processus n'est pas arrivé à son terme. Nous ne sommes donc pas en retard. D'ailleurs, certains États membres, comme l'Allemagne, n'ont pas encore même saisi le Parlement. Vous voyez donc, monsieur le sénateur Gay, qu'il n'y a pas de déni démocratique, pas du tout, mais le respect scrupuleux du cadre de ratification des accords commerciaux entre l'Union et les pays tiers. Alors, s'il vous plaît, pas de leçon de démocratie. Le temps viendra, bien évidemment, de légiférer et le Sénat en débattra. Comme vous l'avez mentionné également, l'accord est appliqué partiellement et à titre provisoire depuis septembre 2017. Cette application provisoire ne remet pas en cause les compétences du Parlement, ni la légitimité démocratique de cet accord, et ce pour 3 raisons. D'abord, l'application à titre provisoire ne concerne que les dispositions qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union. D'autre part, le Conseil constitutionnel a confirmé que l'application provisoire est conforme à notre Constitution dans sa décision du 31 juillet 2017. Enfin, l'application provisoire n'a été autorisée par le Conseil de l'Union qu'à la suite de l'approbation de l'accord par le Parlement européen le 15 février 2017.
Ce régime d'application provisoire est donc prévu par le droit international. L'application provisoire du CETA nous permet également de suivre très précisément les effets économiques, sanitaires et environnementaux et climatiques de l'accord. Conformément au plan d'action mis en place par le gouvernement dès 2017 et dont nous rendons compte au Parlement de manière régulière, là encore, une nouvelle fois, je suis à la disposition du Sénat. Mais, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, comme l'a très bien démontré M. Cadic tout à l'heure, nous avons besoin de libre-échange, nous avons besoin d'accords commerciaux, nous avons besoin d'échanges commerciaux pour notre économie. Et dans un moment comme celui-là, où nous avons besoin de relancer notre économie tout particulièrement, nous allons avoir d'autant plus besoin d'échanger, d'exporter nos productions fabriquées en France. Bien évidemment. Et c'est donc très important de regarder la réalité économique de cet accord pour l'instant. M. Cadic l'a fait, je vais vous donner quelques chiffres. Parce que le premier bilan de cet accord avec le Canada est positif, même très positif. Alors je sais que parfois les faits vous dérangent, la réalité économique vous dérange, mais pour autant c'est une réalité, cet accord est positif depuis qu'il a été mis en œuvre. Ben oui, bien sûr, mais j'ai le droit d'être convaincu de la position du gouvernement. Sur le plan économique, entre 2016 et 2019, nos échanges de biens avec le Canada ont augmenté de près d'1 milliard d'euros, avec une hausse de 24% de nos exportations et une balance commerciale positive pour la France d'un montant record de 650 millions d'euros en 2019. Nous étions à un excédent commercial de biens de 341 millions d'euros en 2018 et 2017, nous étions à l'équilibre, avant la mise en œuvre de cet accord. Mais pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que mécaniquement, quand il y a moins de tarifs douaniers et quand il y a plus de possibilités en termes de quotas d'exporter, il y a plus d'exportation parce qu'on a des bons produits. Parce que nous avons des bons produits agricoles, des bons produits industriels, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs. Prenons l'exemple des produits agricoles, notre premier poste d'exportation. Grâce au CETA, ce secteur bénéficie d'importantes baisses de droits de douane canadiens et de la protection de certaines de nos indications géographiques. Que constate-t-on ? Que nos exportations dans ce domaine ont continué à progresser même pendant la crise sanitaire. Les Canadiens achètent nos vins et nos fromages bien plus qu'avant le CETA. Plus 18% pour les vins, plus 77% pour le fromage. Pardon, en tant qu'ancien élu de Coulommiers et ancien maire de Coulommiers, les exportations de fromage, j'y tiens tout particulièrement. Et le CETA contribue à les valoriser et à mieux les protéger sur le sol canadien quand ils relèvent d'une appellation protégée. Nous avons, grâce à cet accord, 42 IGP françaises qui sont protégées au Canada. Ainsi, en 2020, et malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, le vin demeure le premier produit exporté au Canada à hauteur de 391 millions d'euros, au même niveau qu'en 2019. Et je disais l'importance des tarifs, de la baisse des tarifs douaniers pour faciliter le commerce. Regardez l'impact qu'ont eu les surtaxes américaines sur les vins et spiritueux français dans le cadre du contentieux Boeing-Airbus. Ils ont augmenté leurs taxes de 25%, ce sont des centaines de millions d'euros de pertes pour nos exportateurs de vins et spiritueux. Alors nous soyons conscients de l'importance de ces accords commerciaux. Nous le savons aussi, le CETA suscite des questions, et je l'ai dit en introduction de mon propos, des questions légitimes et des préoccupations qui méritent d'être regardées de près. Je veux rappeler d'ailleurs ici un certain nombre de faits. Commençons par les enjeux sanitaires, dont vous savez qu'ils sont toujours au cœur des préoccupations du gouvernement et de notre action. Je tiens donc à rappeler un élément très important. Seuls les produits qui respectent les normes sanitaires européennes à l'importation peuvent être exportés vers l'Union européenne et entrer sur le marché intérieur, et donc en France. Et le CETA, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, à l'instar de tous les accords commerciaux, ne remet aucunement en cause ce principe, ni le niveau élevé de nos normes. Et c'est vrai, monsieur le sénateur, c'est vrai pour les farines animales, c'est vrai pour les OGM, et donc vous voyez bien qu'il ne faut pas confondre accords commerciaux et normes européenne à l'entrée du marché européen. Nous sommes d'ailleurs très attentifs et vigilants quant à la qualité du système de contrôle canadien. Avec Julien Denormandie, nous avons interpellé la Commission européenne lorsqu'elle a publié un rapport pointant des marges de progression dans le système canadien de traçabilité de la viande bovine.
pour lui demander de travailler avec Ottawa pour rehausser le niveau d'exigence canadien. Je suis également moi-même intervenu auprès de mon homologue canadienne pour souligner l'importance de ce point. Je souhaite cependant rappeler que jusqu'à présent, aucun défaut de conformité majeur sur la qualité des produits canadiens n'a été constaté. J'ajoute que notre action en matière de respect des normes sanitaires européennes ne se limite pas au CETA. Nous avons demandé à la Commission européenne d'y porter une attention particulière dans le cadre de la révision de la politique commerciale de l'Union. Vous pouvez compter sur ma pleine mobilisation pour continuer à défendre cette position à Bruxelles. Par ailleurs, et d'une façon générale, je vous rappelle que la France soutient à Bruxelles la mise en place de clauses miroirs. Vous savez pertinemment ce que sont ces clauses miroirs. Pour appliquer aux produits importés les mêmes normes de production que dans l'Union européenne, lorsque cela est pertinent et scientifiquement justifié pour atteindre nos objectifs sanitaires et environnementaux. C'est ce que nous avons fait depuis longtemps en interdisant, par exemple, l'importation de produits issus d'animaux nourris aux hormones, depuis 1996, ou encore en imposant à nos partenaires de respecter les règles européennes en matière d'abattage de bovins. En janvier 2022, monsieur le sénateur, vous dodelinez de la tête, mais en janvier 2022, au plus tard, nous n'accepterons plus les importations dans l'Union européenne de produits issus d'animaux élevés avec des antibiotiques comme facteur de croissance, pour lutter contre le phénomène mondial d'antibiorésistance. Eh bien, oui. Mais donc vous devriez monsieur le sénateur, vous devriez vous en satisfaire. Vous devriez vous en réjouir. Je voudrais également revenir sur certaines filières agricoles sensibles pour lesquelles nous faisons un suivi régulier et approfondi. Les viandes de bœuf, de porc et de volaille, ainsi que l'éthanol et le sucre. On constate qu'à l'heure actuelle, les quantités de ces produits qui sont exportés depuis le Canada vers l'Union et la France sont très faibles. 104 tonnes pour la viande de bœuf en France en 2019, dont seulement 45 profitant des réductions tarifaires du CETA. C'est une goutte d'eau donc par rapport à la production française de 1,45 million de tonnes. Le CETA n'a donc à ce jour pas eu l'effet déstabilisateur que certains lui prédisaient. Pourquoi ? Précisément parce que le CETA ne s'oppose en rien à ce que nous appliquions nos règles d'entrée sur les marchés européens et français, qui précisent que cette viande doit avoir été nourrie sans hormones. Nous restons malgré tout vigilants, je vous le répète, et un 4e rapport du comité ad hoc de suivi est en cours de préparation et comprendra les chiffres de 2020. Il sera évidemment communiqué au Parlement. Sur le plan environnemental et climatique, l'étude d'impact réalisée par le CEPI en 2019 signale clairement que l'impact du CETA sur les émissions de CO2 sera extrêmement limité, tant au niveau français qu'à l'échelle mondiale. A l'inverse, le CETA a permis d'initier des coopérations nouvelles avec nos partenaires canadiens, avec qui nous partageons des combats en commun dans le cadre du partenariat bilatéral de 2018 sur la lutte contre le changement climatique. Nous travaillons notamment sur les échanges de technologies vertes, sur la réduction des émissions du transport maritime ou encore sur la finance verte. Enfin, j'entends des préoccupations concernant la protection du droit à réguler. Je vais être très clair, notre droit à réguler ne sera pas remis en cause par le CETA. Il existe une coopération réglementaire dans le cadre du CETA, mais celle-ci est de nature volontaire. Aucune décision modifiant le cadre réglementaire de l'Union ne peut y être adoptée. Cela reste une prérogative souveraine du législateur européen. Cette coopération ne peut donc en aucun cas conduire à des normes moins strictes en matière sanitaire, sociale ou environnementale, mais au contraire en améliorer leur mise en application. Par ailleurs, la France accorde une grande importance, comme vous le savez, à la transparence des réunions du comité mixte et des sous-comités sectoriels du CETA. Ainsi, les agendas et comptes rendus des réunions sont publiés sur le site de la DG Commerce. La Commission consulte en outre régulièrement les États membres, mais aussi la société civile sur les sujets traités dans ces enceintes. Enfin, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États du CETA, qui a été évoqué tout à l'heure, n'a plus rien à voir avec l'ancien dispositif d'arbitrage privé ISDS, qui a suscité de nombreuses critiques légitimes. Ce mécanisme a été réformé pour devenir une quasi-juridiction. Il s'agit du nouveau système ICS, Investment Court System. Il sera ainsi fait appel à des juges permanents au sein d'un tribunal de première instance et d'un organe d'appel inédit qui devront se plier à des règles éthiques strictes. On m'a interpellé sur ce sujet, j'y réponds. Ce nouveau système garantit explicitement le droit à réguler des États. Le CETA reflète sur ce terrain les réformes ambitieuses portées par la France et qui s'inscrivent également dans le soutien apporté à la création sur le long terme d'une cour multilatérale d'investissement. De plus, et conformément aux engagements pris par le gouvernement devant le Parlement et à la demande de la France, l'Union européenne et le Canada ont agréé en janvier dernier des textes complémentaires
pour garantir le droit à réguler des États, notamment dans le domaine climatique. Ce veto climatique s'appliquera à l'ensemble de nos politiques publiques en matière climatique, mais aussi sanitaire, sociale ou culturelle, par exemple. Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, comme vous le savez, notre approche en matière de politique commerciale n'est pas dogmatique, mais fondée sur des faits. Les chiffres et indicateurs montrent aujourd'hui que le CETA bénéficie à nos entreprises, à nos agriculteurs, et qu'il n'a aucun impact négatif sur le plan sanitaire ou environnemental. Je souhaite également rappeler que le Gouvernement a été proactif dès les premiers jours de l'entrée en vigueur provisoire de l'accord, avec la mise en place du plan d'action CETA que j'évoquais tout à l'heure. Ce plan d'action avait 3 objectifs : assurer une application exemplaire de l'accord, accélérer son action contre le changement climatique et renforcer l'ambition environnementale, sanitaire, sociale de la politique commerciale européenne. Dans ce cadre, comme le Président de la République l'a rappelé, nous avons beaucoup travaillé ensemble, gouvernement et Parlement, pour améliorer le suivi de cet accord et mieux en évaluer les effets. Je cite à nouveau le comité de suivi de politique commerciale notamment. Ce plan d'action contient également de nombreuses propositions que la France porte au niveau européen et dont plusieurs sont aujourd'hui reprises par la Commission. Une proposition sera faite par la Commission européenne pour la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières visant à lutter contre les fuites carbone. Le procureur commercial européen, en charge de la bonne application des règles en matière de commerce international et du respect des engagements pris par nos partenaires, a été créé l'été dernier. Il s'agit du Français, comme vous le savez, Denis Redonnet. La Commission a repris dans son pacte vert pour l'Europe la demande portée par la France de faire de l'accord de Paris une clause essentielle des futurs accords commerciaux. Nous devons bien sûr aller encore plus loin, et c'est le sens du travail que nous avons réalisé avec le Pays-Bas depuis 1 an qui a contribué à faire bouger les lignes et de notre contribution à la revue de la politique commerciale en cours. Nous poursuivrons notre action pour une meilleure prise en compte du développement durable dans la politique européenne, dans la perspective de notre présidence du Conseil de l'Union au premier semestre 2022. Bien évidemment, je souhaite à ce titre rappeler notre mobilisation et l'action de la France concernant le projet de l'accord de l'Union avec le Mercosur, qui a été évoqué par certains d'entre vous, que nous ne pouvons, je le répète, je l'ai déjà dit, soutenir en l'état. Nous aurons à ce titre besoin de nouvelles garanties tangibles, vérifiables et applicables vis-à-vis de l'accord et de son impact sur l'environnement et le climat. Sans cela, nous ne pourrons pas soutenir cet accord, et nous l'avons dit à nos partenaires européens d'une façon très claire. Et vous voyez que nous ne sommes pas dogmatiques en matière d'accord de libre-échange. Pour conclure, et pour revenir sur le CETA et l'objet de la proposition de résolution, le projet de loi autorisant la ratification du CETA poursuivra bien entendu son chemin parlementaire au Sénat. Mais ne nous précipitons pas par principe. Comme l'a indiqué le président de la République, devant la Convention citoyenne à laquelle vous avez fait référence pour le climat en juin dernier, nous continuons à ce stade à évaluer l'accord, notamment au regard de son impact sur le plan climatique. À cet égard, l'année 2021 sera particulièrement cruciale avec la tenue en fin d'année de la COP26. Nous attendons une ambition climatique accrue de tous les États parties à l'accord de Paris pour amplifier nos efforts de lutte contre le dérèglement climatique. Je vous remercie.